Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Aujourd'hui, le sujet du jour, les variations et les assistances. Victor, je te laisse définir les deux notions. Alors, les variations et l'assistance, c'est parfois un petit peu confondu. C'est pas tout à fait la même chose. Faut se dire qu'une variation, ça va être comme son nom l'indique, du coup, une variation en fait d'un mouvement de compétition. Donc, si on fait du power, les mouvements de compétition, c'est donc squat, développé couché, soulevé de terre. Et nous, dans le cas du street, ça va être donc muscle up, traction, dips et squat. Donc, par exemple, une variation d'un des mouvements de street, ce serait, des dips tempo, ce serait par exemple du squat posé, ce serait par exemple, des tractions chest to bar. Ça, ce serait donc des variations des mouvements de compétition. Ensuite, les assistances, c'est des mouvements décontextualisés qui vont en quelque sorte, ce serait un peu grossier à dire, mais rien à voir avec les mouvements de compétition, mais qui vont avoir des intérêts du coup moins directs, mais qu'on définira aussi. Donc par exemple, si je pourrais dire des curls à la barre, je pourrais dire des extensions triceps à la poulie, je pourrais dire du leg extension à la machine, ce genre de choses. Voilà. Donc, ce qu'on voulait aborder comme point qu'on trouvait assez intéressant, c'est qu'on sait que, et particulièrement dans le milieu du powerlifting, mais aussi dans une certaine mesure dans celui du street, il y a cette notion de faire que justement des mouvements de compétition, sans trop introduire de variation ni d'assistance. Donc justement, Marco, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de cette mouvance, de cette façon de programmer? Alors je pense que ça peut convenir à certains athlètes élites, encore que j'émets quelques réserves à ce sujet. Par contre, oui, Absolument. pour des débutants, c'est totalement, enfin, c'est faire fausse route que de faire que des mouvements de compétition. Donc là-dessus, je suis un peu, je suis complètement pour faire des assistances en plus des mouvements de compétition. OK, ouais. Et justement, c'est quoi toi, pourquoi qui fait que, eh ben, on peut pas faire que ça justement? On peut pas faire que les mouvements de compétition, notamment pour des débutants, qu'est-ce qui va bloquer? Bah en fait, c'est hyper simple. C'est ce dont on a parlé, c'est en fait le développement de la masse musculaire via les exercices d'assistance qui vont voilà, aider à potentier après la force sur les mouvements de compétition. Donc intégrer Exactement, ouais. toujours une partie assistance on pourrait aussi dire que c'est une partie hypertrophie. Je sais pas si toi tu C'est l'as ça. défini plus comme ça, même si dans les mouvements de compétition, bien évidemment, il y a aussi de l'hypertrophie, mais on est sur plusieurs, entre parenthèses, filières, enfin objectif force prioritairement, mais aussi hypertrophie, et dans les assistances, bah, ça va plus être que hypertrophie du coup. Ouais, absolument. Bah, c'est ça, c'est de toute façon le but principal déjà des assistances, c'est de bosser un peu plus spécifiquement, ce qu'on bosse peut-être moins, de manière directe via ces mouvements principaux. Donc justement, d'un point de vue hypertrophie, c'est intéressant parce que comme tu as dit, on peut jouer sur différentes filières en modifiant les rep range, en ayant des stress un peu différents et aussi en stressant différentes fibres. Parce que si je fais mes tracks, en pronation, et que je fais des curls en suppi, bah, déjà, j'ai une façon de solliciter quand même mes biceps qui est un peu différente. Le biceps, il est moins bien sollicité en pronation, donc déjà, c'est intéressant. Il y a un potentiel de développement qui est pas exploré sur les tractions, qui là le sera plus sur les curls et qui peut avoir du coup un rendement positif pour les tractions, tous les mouvements de tirage, donc les muscle up aussi. Et aussi, ce qui est intéressant au niveau des assistances, tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est l'aspect anti-blessure également. Ouais, bien sûr. Bah, c'est surtout le cas plus à la limite en power qu'en street parce que le street fait plus bosser les antagonistes que le power. Euh,
Et donc du coup ça fait que tu deviens un peu plus équilibré avec les assistances, même beaucoup plus équilibré. Tu peux aussi faire des mouvements, ça je sais pas si tu les intègres toi Victor à l'assistance, mais tout ce qui est mouvement un peu de prévention, style Hellfly, Facepull, les trucs comme ça, parce qu'il y a aussi de l'hypertrophie là-dedans. Je décomposerais ça en deux parties. Euh, L'hypertrophie pure, et puis aussi la prévention pour des mouvements, des petits mouvements qu'on va travailler des petits muscles, les petits muscles stabilisateurs de la coiffe par exemple. Et quelle était ta question initiale, mon cher Victor? C'était, bah, tu as plutôt bien répondu, c'était en gros, est-ce que tu juges que justement, bah, les assistances, elles ont exclusivement comme objectif la prise de masse musculaire, ou est-ce que tu penses qu'il y a aussi un objectif prévention de blessures? Donc là, tu as globalement bien répondu. Ouais, et puis ce que je pourrais rajouter, c'est ce que tu as développé aussi toi, dans le sens où on va travailler en fait des angulations complètement différentes, notamment, je sais pas, si tu fais des tractions prona et tu fais que ça, bon bah voilà, on va faire par exemple du curl biceps en suppi. Et du coup, on va travailler sous un autre angle, etc. On va recruter d'autres muscles, on va équilibrer, on va essayer en tout cas d'équilibrer. Et j'aime bien aussi ces notions de agoniste-antagoniste qui sont pour moi hyper importantes, notamment il y a souvent un déficit au niveau des ischios, que ça soit en power et en street lifting. Donc ça c'est hyper intéressant de les travailler. Il y a aussi, bah, comme je disais, hein, le travail de la coiffe qui pour moi est nécessaire dans tous les cas de figure, hein. Ça devrait être tous les pratiquants qui font ça. Toi, je sais pas, Victor, t'aurais d'autres trucs à développer par rapport à ça ou tu trouves que j'ai fait le Bah, tour? moi, j'ai une approche un peu différente, je t'avoue. J'ai une approche un peu différente sur l'aspect anti-blessure, tu vois. Par Vas-y. exemple, moi je fais aucun mouvement vraiment genre de leg curl ou quoi, tu vois. Je fais zéro travail d'ischio. Enfin après, tu vois, je fais un peu de soulevé de terre, je fais du Jefferson curl. Donc le Jefferson curl, en vrai, j'ai les jambes assez tendues, donc c'est un peu Ouais. analogue à un soulevé de terre jambes tendues, donc ça ressemble un peu. Mais j'ai pas de travail, par exemple, flexion de genou, et ça me manque pas particulièrement. Moi, je partais du principe, ce qu'on avait développé un petit peu sur le podcast sur l'anti-blessure, que une blessure survient quand on a excédé la capacité des tissus spécifiquement dans une angulation précise. Donc souvent en position d'étirement. Donc en gros, tu vois, si je me blesse aux ischios dans ma pratique, là ouais, je vais peut-être bosser mes ischios et je vais les bosser d'une façon précise. Donc bah, souvent en position d'étirement, en essayant de faire par exemple des isométriques, genoux tendus, en essayant comme si je voulais fléchir les genoux, mais en m'en empêchant, tu vois, par exemple, je sais pas, je m'assois par terre en gros, j'ai les jambes tendues, j'appuie sur mon genou avec ma main et j'essaie de fléchir mon genou. Là, tu vois, comme ça, je me Ok. fais de l'iso avec la volonté de fléchir le genou, mes jambes tendues, donc je suis en position d'étirement. Donc là, tu vois, ça, je trouve que c'est une approche que j'apprécie, tu vois, pour la prévention. Mais après, bon, moi, j'ai pas de soucis sur les ischios. Tu parlais des ischios, voilà. Mais pourquoi aussi Ouais. comment dire, je catégorise les choses comme ça, c'est parce que, ça c'est un point après que aussi on va aborder qui est hyper important, dans le choix de ces assistances, c'est que c'est important d'être pertinent en fonction du contexte. Donc là, bon, après, toi, tu as donné l'exemple des ischios, voilà, parce que ça peut totalement correspondre à un certain contexte, hein. Tu peux avoir des mecs qui se blessent beaucoup aux ischios, moi, c'est pas mon cas, comme je disais, mais il faut être pertinent dans Oui. le choix des assistances, le choix des variations par rapport au contexte, c'est-à-dire que faut pas partir du principe que tout le monde se blesse aux ischios, mais je dis pas contre toi, hein, je te dis juste de faire une généralité, que tout le monde se blesse aux ischios et que du coup, faut mettre à tout le monde du leg curl ou quoi, tu vois. Ça peut être pertinent si le mec, en effet, il a des problématiques, etc. Et pareil, tu vois, je vais pas mettre à tout le monde, si moi, admettons, je me blesse au pec fréquemment sur des dips, admettons, et ben, je vais pas mettre à tous les mecs que je coach des mouvements justement où je vais travailler l'iso, bras tendus, épaules en rétropulsion pour étirer le pec et le renforcer sur cet angle précis parce que bah, c'est peut-être pas pertinent pour ce mec-là. Faut se dire que on n'a pas tous un temps disponible infini, on n'a pas tous une capacité de récupération infinie, et donc ce qui est vraiment important, c'est d'être pertinent dans le choix de ces exercices. Je pense que là, tu me rejoins assez là-dessus.
On va pas bosser tout pour tout le monde. Il faut essayer de, voilà, de faire du choix, de trier ce qu'il y a de bien et de moins bien, mais par personne, on va dire aussi. Ouais, ouais, bah, enfin, et c'est là peut-être on a un petit point de désaccord. Moi, par exemple, il y a des exercices que je trouve indispensables. Comme je te disais, tout ce qui est comme renforcement de la coiffe des rotateurs, Ouais, je le ferai ouais, à n'importe qui. Après, les ischios, ouais, là, ouais, j'émets un peu plus de réserve. ouais, sur Et ce qui est intéressant de préciser, c'est que toi, comme moi, pendant des années, avant de se mettre au street lifting, on a fait de la musculation plus classique. Donc, en gros, on a essayé de se muscler de manière globale. Et en gros, exactement. on a, même si on a peut-être encore des déséquilibres musculaires, on va dire, peut-être visuels et Ouais. mécaniques. Enfin, Oui, 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 d'un point de vue mais esthétique. moi, D'un point de vue je esthétique, on va parle dire, ouais. plutôt, par exemple, en fait, là, ce que je développais juste avant, je parlais peut-être des débutants, des complets débutants qui commencent avec de la Oui, force, parce qu'il y en a de plus en plus. Et euh, avant, tu sais, ça fait le vieux con qui parle. Avant, à mon époque, ça n'existait pas. Ouais, il y a plus de 100 ans, ça n'existait pas en fait. Tu passais par une phase musculation et en gros après tu te spécialisais. Alors bon, ça veut pas dire que tu restais 10 ans à faire de la musculation, mais tu commençais, oui, tu oui, oui. découvrais par la musculation et après tu te spécialisais, t'embrayais sur le power ou de l'haltéro ou du body, ou etc. Alors Ouais, ouais, c'est ça. qu'actuellement, C'est vrai, ouais, c'est vrai. les mecs en fait, ils commencent direct par la discipline en question avant même de se C'est renforcer. vrai. Donc voilà, j'ai fait une petite parenthèse par rapport à ça. Je trouvais que c'était important de préciser. Non, mais c'est intéressant que tu aies cette approche historique. Non, je rigole. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que même moi, j'y repense. Même moi, j'y repense, c'est vrai, que avant en fait, tu vois, ça existait pas. Tu commençais pas la muscu en disant, «Bon, bah, je fais du power». C'est parce que même tu passais pour un bouffon, en fait, tu vois? Il fallait que tu aies quand même déjà un certain gap, un minimum de niveau, on va dire, pour, prétendre participer à la discipline. Donc après, je veux pas non plus évidemment fermer à tout le monde la discipline, mais il faut faire attention à ce qu'on appelle la spécialisation précoce, c'est-à-dire de faire trop tôt, exclusivement, justement que les mouvements de compétition de la discipline qu'on veut pratiquer et aussi que sur des formats, que sur du lourd, des formats assez courts et cetera. Parce qu'en fait, on va pas exploiter suffisamment bien son potentiel. On augmente son risque de blessure, alors qu'on n'est peut-être pas prêt justement à encaisser, ce qu'on veut en fait s'infliger en quelque sorte. Si on commence direct sur du lourd avec des formats courts et qu'on n'a pas une base musculaire assez correcte, et ben, il y a de grandes chances qu'on pète plus vite que ce qu'on aurait dû péter, on va dire, si on avait mieux, optimisé ce potentiel. Donc c'est vrai que bon, je suis d'accord, tu vois? Il faut pas faire non plus, 10 ans de muscu, full muscu et cetera avant de se lancer dans une discipline. Faut pas avoir trop ce frein-là non plus, parce que c'est dommage, après c'est con, ça ferme les portes à plein de gens, c'est pas l'objectif. Mais il faut avoir quand même une démarche assez globale et comprendre que quand on débute, faire que les mouvements de compétition, souvent parce que tu sais aussi on veut faire comme «les grands» entre guillemets, on veut faire direct 2 3 fois, dans sa semaine, des dips, des tractions, des muscle up, des squats, des mouvements de compétition, passer direct sur de l'hyperfréquence avec des gros volumes sur les mouvements de compétition. Donc forcément, après, on a moins de temps pour des assistances et tout. Et on se dit c'est très bien comme ça, alors que, bah, comme on l'a dit, en effet, c'est souvent pas pertinent. Faut essayer d'avoir une certaine variabilité de mouvement, c'est assez important quand même. Je pense que là, on se rejoint bien là-dessus. Ouais, carrément. Et Carrément, bah. Moi, j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ça, hein. Je pense que t'as abordé tous les points. Et non, non, mais c'est vrai que, ouais, on voit ça aussi. Des mecs, en plus de commencer directement par une spécialisation, euh, voilà, ils veulent mettre lourd ouais, direct, faire des top singles direct. Non, enfin, il y a tout. Faut aller étape par étape pour faire bien les choses. Faut pas se précipiter. On a toujours Tu vois, moi, je te donne un exemple concret. Là, il y a un petit jeune que je coach. Alors lui, il veut pas faire, il fait pas du street lifting, hein, il fait juste de la musculation. Et on a commencé par un full body x4, OK, tu ouais. vois, avec une fréquence de 4 fois par semaine.
Et bon, il a bien accroché, etc. Il arrivait à bien progresser. Et puis, bon, forcément, c'est assez redondant quand on fait un full body, même si on peut changer les exos. Mais ça devient assez monotone. Ouais. Donc il m'a assez vite demandé en fait si je pouvais le passer sur un half body. Donc on a fait un half body. On est resté plusieurs mois sur un half body. On a continué à progresser. Et puis après on est passé sur un split. Et voilà. Et en gros ça s'est fait sur Ouais, plusieurs c'est ça, mois. ouais. Ouais. Et j'aurais pas fait faire un split directement. Et là, on peut le transposer à du power ou du street, c'est la même chose. Au départ, il y a des choses, qu'il faut que vous évinciez en fait. Faut pas, il y a des trucs comme les top singles avec des RPE hauts ou de l'hyperfréquence, de la Ouais, grosse ouais. hyperfréquence, parce que je pense que ouais, 2 fois par semaine, faire des tractions, je pense pas que ça puisse avoir un impact négatif, mais voilà, dépasser des fréquences de 2 fois, alors qu'on est débutant, je trouve pas Surtout ça avec de la pertinent grosse non plus, intensité à même chaque pour fois. déconfirmer sur des périodes longues, je suis pas sûr que ça soit bénéfique. Ouais, ouais. Bah, surtout quand t'as de la grosse intensité à chaque fois. C'est surtout ça. Parce que souvent, les mecs, ils se retiennent pas, ils veulent forcer à chaque fois, aussi. Ah, c'est ça, Donc ouais. forcément, là, si tu cumules, grosse fréquence et intensité à chaque fois, là, t'as tout faux. Mais bon, là aussi, il faut revoir, notre autre podcast sur justement la fluctuation de l'intensité et là, vous comprendrez qu'il faut pas, Et on oui. parle pas forcément de l'hyperfréquence, mais en tout cas, on explique qu'il faut pas être tout le temps à fond, hein, on a souvent cette idée que, plus on en fait et avec la plus grosse intensité possible et ben, mieux c'est, le fameux no pain no gain, mais c'est vraiment pas forcément ça malheureusement dans les faits. Donc, ce qu'on voulait aussi aborder par rapport aux variations et aux assistances, c'est, là on vous a expliqué du coup que c'est important évidemment d'en avoir, notamment quand on est débutant, mais il faut quand même pas commencer à faire tout et n'importe quoi comme on le disait avant. Il faut avoir une certaine recherche de pertinence dans ces choix d'assistance et de variation. Il faut se dire que, comme pour tout, il faut que le choix, l'implément d'une variation d'une assistance solutionne un problème. Donc la question, c'est quel problème ça doit solutionner. Quand on est débutant, on va dire qu'on a plein de problèmes. On a plein de problèmes parce qu'on n'a pas de bras, on n'a pas d'épaule, on n'a pas de dos, on a rien. Donc forcément, on va se mettre des mouvements un petit peu par-ci par-là pour essayer de renforcer un peu l'ensemble, en plus des mouvements de street. Donc après, bon, faut analyser un petit peu la discipline. On sait qu'en street, on a du travail direct, quand même du grand dorsal pas mal avec deux mouvements de tirage différents, mais on n'a pas, par exemple, de tirage horizontaux, donc on a un autre angle d'attaque sur le dos, voilà, pour donner des petites pistes. Donc on sait que voilà, faut essayer de bosser le dos, peut-être changer un petit peu l'angle. Pareil les pecs, on pousse que vers le bas, peut-être faire un peu de coucher haltère, ce genre de choses. Voilà, ça peut être intéressant. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va avoir des problèmes peut-être plus spécifiques à l'individu. Comme j'ai dit, quand on est débutant, eh ben, on a plein de problèmes, parce qu'on n'est pas, on est musclé de nulle part, donc il faut devenir déjà plus musclé. Et ensuite, on va peut-être avoir des petites douleurs, ou alors des problématiques qu'on va rencontrer sur ces lifts principaux. Et c'est là où justement il va falloir choisir les bonnes variations pour répondre aux problèmes que l'on constate. C'est l'analyse de la discipline. C'est-à-dire que si je vois que je m'écrase sur mes dips, que je suis en bas, que je me jette par terre et qu'après j'essaye de remonter à la mort, eh ben ça peut être intéressant de se mettre du tempo, de se mettre du posé. Donc analyser la problématique et implémenter la variation, mais pas la faire pour faire joli. Ça sert à rien de faire du tempo ou de faire du posé parce que tu as vu un mec balèze sur Instagram qui faisait du tempo, qui faisait du posé. Est-ce qu'il le faisait parce que ça faisait joli? Peut-être, on ne sait pas. Mais peut-être aussi qu'il y avait une démarche, qu'il y avait une réflexion derrière, et qu'il a essayé de solutionner un problème. Et c'est ce que vous devez également essayer de faire. Ouais. Bah ouais, ouais, carrément. Et même par rapport à ça, je pense que je le développerai dans un post dans le courant de la semaine ou la semaine prochaine. C'est un truc que je veux faire depuis un moment. C'est, tu sais, en haltérophilie, t'as les notions de semi-technique. Ouais, carrément, ouais, carrément. Victor, est-ce que tu m'entends? Ouais, ouais. Ouais. Et
en fait, j'aimerais faire un tableau, je vais le faire d'ailleurs. Je vais faire un tableau qui reprend tous les semi-techniques par mouvement et en quoi, enfin, qu'est-ce que ça solutionne comme problème de faire, par exemple, des dips posés, des dips tempo, etc. Donc ça va aider quand même pas mal de monde et apporter, enfin, on essaye en tout cas d'apporter quand même pas mal de valeur ajoutée. Ici, hein, on fait pas de blabla, c'est vraiment du concret et des choses que vous pouvez appliquer directement à l'entraînement. Et pour revenir à ce que tu disais, ouais, c'est choisir vos semi-techniques, pas vous perdre aussi à faire des trucs, parce que des fois, moi, je vois des dingueries sur Du Insta, là, tempo posé avec des élastique. trucs, tu sais, avec des élèves. Ouais, 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 ouais. Avec enfin, des trucs, mais sortis de nulle part. Faut quand même rester assez simple, sans pour autant que ça devienne trop simpliste. Mais enfin voilà, vous avez compris le concept. Faites des choses efficaces. Faites pas des choses qui font joli. Exactement, ouais. Et puis pour revenir sur le point des dips posés, euh, alors moi, personnellement, c'est un problème que je vois dans 95% des pratiquants. Je trouve que les dips posés sont nécessaires dans un entraînement. Après, toi, je sais, peut-être que tu ne penses pas comme moi là-dessus, mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, que les dips posés, franchement, autant les tractions posées, effectivement, il y en a qui n'ont pas besoin parce qu'ils arrivent à grind en un temps, etc. Il y a moins de problèmes à la limite à ce niveau-là sur les tractions, même si le passage du menton, ça reste toujours une phase qui est compliquée. Par contre, au dips, arriver en bas du mouvement, en fait, moi, le dips posé, je vais te dire, j'utilise pour deux choses. J'utilise pour les gens qui ne savent pas recruter leur dos sur les dips, parce que c'est comme, enfin, faut faire attention au comparatif, mais c'est un peu comme le bench. C'est que si tu n'arrives pas à utiliser ton dos, c'est encore plus crucial, je dirais, sur les dips, parce que sur le bench, en fait, il a une fonction, c'est de l'isométrique presque. Ouais, Alors que sur les dips, c'est plus un mouvement de dépression scapulaire qu'il faut avoir, donc un engagement du trapèze inférieur surtout pour pas s'écraser en bas. Donc moi j'utilise vachement pour ça, les gens comme tu disais, qui s'écrasent en bas, ou aussi les gens, mais en plus d'un travail en tempo, j'appelle ça les descentes kamikazes, qui se laissent ouais, tomber et qui jouent sur le El Famoso réflexe ouais. myotatique. Et puis aussi, il y a un deuxième cas de figure, par exemple, c'est les gens qui n'arrivent pas à trouver la bonne profondeur de Ah oui, mouvement oui, c'est au vrai. dips. Euh, il y a des gens qui ils me disent toujours, mais ouais, je sais pas quand je suis bien au niveau de la Ouais. depth. Bah, en fait, déjà, dans un premier temps, filme-toi, hein, c'est indispensable. Et puis, le travail de poser, il va t'aider comment dire, enregistrer Exactement, ouais. en gros la bonne C'est vrai. amplitude et la reproduire. Donc voilà, enfin là on a donné des bonnes clés. Donc pour les dips en tout cas, moi le travail en posé, je C'est le trouve que must. c'est un incontournable. C'est vraiment, si je devais avoir un semi-technique pour les dips, ça serait dips posé. Après, il y a d'autres trucs qui peuvent être utilisés. En plus, genre le tempo, etc. Ça aussi, c'est super intéressant. Et après, les autres trucs, ça va vraiment être au cas par cas, comme tu le disais, en Ouais, fait. Ça va vraiment être spécifique à c'est chacun. ça, lié à l'analyse. Tu vois le mec, après ça c'est l'œil un peu du coach, tu vois, plus t'as vu de mecs qui ont telle problématique, plus tu sais qu'en général, telle variation, telle semi-technique comme tu dis, va solutionner la problématique. C'est pas systématiquement le cas, parfois il faut encore plus adapter en fonction, bah faut tester hein, aussi, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais par rapport à l'amplitude sur les dips, parce que c'est souvent un truc qui est problématique, et aussi bien dans un sens que dans l'autre. Parfois, tu as des mecs qui descendent pas suffisamment, et parfois, tu as des mecs qui descendent vraiment beaucoup trop, donc le poser pour ça est Ouais. hyper intéressant dans un sens comme dans l'autre. Évidemment, se filmer vraiment, on pourrait faire un podcast entier là-dessus, mais filmez-vous, franchement, je sais qu'il y en a beaucoup
qui ont peur, qui ont un peu honte, mais même si vous avez un niveau pourri, mais en fait, ça va tellement vous aider, vraiment le retour sur investissement de vous filmer est tellement énorme qu'il faut que vous vous filmiez. Il faut que vous essayiez de vous filmer sur différents angles pour vraiment, en fait, réussir à faire matcher la sensation, la perception que vous avez de vous dans l'espace avec la réalité. Parce que souvent, on filme quelqu'un, on lui montre la vidéo, il fait: «Putain, mais c'est comme ça que je faisais». Parce que très souvent, si on se filme pas, si on n'a pas l'habitude de se filmer et qu'on n'a pas accès à des miroirs, donc sur des dips, c'est pas pratique en plus de tourner la tête, même si on a un miroir de profil, c'est un peu pourri, c'est pas une très bonne idée de tourner la tête pour essayer de voir sa depth. Donc si on n'a pas accès à des miroirs et qu'on se filme pas, bah généralement on a des surprises quand on voit la vidéo. Donc franchement c'est hyper important de se filmer pour cet aspect-là, faire matcher la perception qu'on a de nous avec la réalité, notamment pour les débutants, etc. Et moi-même j'ai tendance aussi à me filmer sur mes dernières chauffes, quand j'arrive sur des charges un petit peu importantes, parce que ça me permet pareil de revoir la Ouais. technique, de réajuster certains points, d'une part. D'autre part aussi, parfois il y a des jours où on a la sensation que les barres sont particulièrement lourdes, et de se filmer, parfois ça peut rassurer parce que, on peut avoir cette sensation-là et parfois ça peut bouger assez vite. Donc ça peut être pas mal de se filmer pour justement, bah, en fait se dire: «Bon, bah, j'avais cette impression-là, mais finalement ça bouge bien, donc voilà». Ça peut être pas mal aussi. Et après, comme disait Marco, voilà, c'est le poser, c'est vrai que c'est un must pour le comment dire? Solutionner les problèmes d'amplitude, d'une part. Et moi aussi, ce que je rajouterais, c'est que je trouve que c'est intéressant quand on a pas mal de volume au dips et qu'on commence à avoir épaules et coudes un petit peu qui tiraillent. Je trouve que le poser, en fait, a tendance à énormément, Ouais, délester, à ce niveau-là. Ça crée beaucoup moins de tension, beaucoup moins de douleur. exactement. Donc je trouve pour les gens qui ont un assez bon niveau déjà, donc qui arrivent à mettre des charges importantes et donc mettre pas mal de stress sur leurs coudes principalement, aux épaules aussi, et ben le poser c'est assez cool pour ça. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Ouais, j'y ai pas pensé à ça, enfin, tout de suite là, mais je l'utilise aussi vachement Ouais, pour ouais, ça en ouais. fait. Faire typiquement dans la semaine un dips lourd avec un format court et un format plus long en posé pour Ouais, exactement pour diminuer le stress. enfin voilà, mettre un peu Ouais, moins de ouais. stress sur les articulations, et puis on pourrait même rajouter tout cet aspect renforcement des muscles, Ouais, ouais, stabilisateur de ouais. l'épaule. En fait, franchement, les dips posés, c'est un must, Putain, et si à c'est la fin clair. du podcast, C'est les mecs le ils font pas truc de à dips faire, hein. posés, putain, je sais pas ce qu'il leur faut. Comment tu leur as vendu le truc là? Ah, c'est Oh la clair, vache. mais Non mais je suis d'accord en vrai, je suis d'accord. Moi je t'avoue que plus mon must sur les dips, c'est quand même plus le tempo. Mais après, souvent dans mon tempo, ouais. je me fais genre un 4-1-0, tu vois, 4 secondes d'excentrique et quand même une seconde de pause souvent, tu vois. Souvent je fais ce genre de format. Donc ça arrive que je mette pas la pause en bas, mais c'est vrai que moi je préfère encore plus le tempo, mais le poser aussi j'aime beaucoup, j'en mets énormément. C'est vrai que à ce niveau-là, c'est super intéressant. Et aussi, ce qui est. Et Ouais, puis dis-moi, ce vas-y, que, excuse-moi. Vas-y. non, ce que tu disais, ça me fait marrer parce que je m'entendais parler quand tu disais, même à la fin de la chauffe, filmez-vous. Moi, je fais exactement pareil que Victor. Pourtant, on s'est pas concerté là Ouais, avant de faire le podcast, mais je fais exactement la même chose. J'ai exactement la même démarche. Et c'est un truc pareil, c'est un investissement, même en termes financiers, c'est quoi? C'est 15-20 un balles. trépied, ouais. Ça va vachement vous aider. Et puis avoir un bon angle aussi pour se filmer, pour voir l'amplitude, C'est que ce ça, ouais, soit de sur les ouf. dips ou les De squats, ouf. c'est hyper Ouais. important. Parce que de se filmer, oui, mais si vous filmez du sol pour un squat, ça va servir à rien. Enfin, même si vous allez pouvoir déceler des paramètres comme tu disais, la vitesse, Ouais. mais l'amplitude, ça sera pas ok là-dessus. Même la Donc, technique, on voit pas ouais, bien, ouais. vraiment Ouais. investissez aussi sur un trépied. Un trépied, ouais, c'est un super investissement. Ouais, c'est vrai, pour le squat, faut se filmer bah, quand vous êtes debout, à peu près mi-cuisse. Comme ça, on arrive à bien voir la depth. On arrive à voir globalement le positionnement du dos. Un peu on arrive à voir aussi si on brace bien avant de descendre. Donc, c'est-à-dire si on prend bien l'air, etc. Donc, c'est ça, faut aussi trouver les bonnes, comment dire, les bons points pour se filmer, où on arrive à voir globalement les critères qu'on veut. Sachant qu'il faut pas avoir forcément toujours le même angle, parce que de profil, on verra bien la depth, mais par exemple, si on filme de face ou de dos, bah, ça peut être pas mal. Si on voit qu'on a des petites asymétries, qu'on a un genou qui rentre plus, qui rentre moins, etc.
Donc c'est vrai que se filmer, c'est hyper important, c'est primordial. C'est comment, vraiment, faire passer un cap, en fait, au niveau de l'entraînement, c'est vraiment un truc de ouf. Donc niveau variation, on a donc expliqué le choix des variations, qui est très important. Choix des variations qui doit s'analyser en fonction du contexte, en fonction de ce qu'on va réussir à analyser, déceler comme problématique et ensuite, une fois qu'on a choisi nos variations, c'est super. On se dit: «J'ai telle variation qui va solutionner tel problème», mais ça fait pas tout, c'est pas magique. C'est pas comme moi, c'est l'analogie que j'aime bien, tu vois? C'est l'analogie que j'aime bien. C'est-à-dire que, tu sais, tu dans le film de genre les trucs de Karate Kid et tout, tu as toujours, tu sais, le mec, il fait laver les carreaux au gamin et tout, tu vois? Et après le gamin, il est dans un combat, tout, il fait le blocage en faisant le même mouvement que quand il lavait les carreaux, tu vois? Donc là, on est dans ce cas typique, tu vois? C'est le mec, en fait, il est dans un truc décontextualisé, il retrouve le même truc dans le contexte. Bah, c'est le même principe, c'est tu dis simplement, en fait, au gars, «Ouais, fais tes dips posés», sans lui expliquer trop pourquoi et ben, c'est pas terrible. Faut en plus d'avoir la bonne variation, avoir la bonne intention. C'est-à-dire que, OK, je fais une pause. Si la pause, elle doit solutionner une problématique de descente, et ben, si je descends quand même trop et que je fais ma pause trop, c'est pas bon. Si je descends trop bas, que je fais ma pause trop bas, c'est pas bon. Si ça solutionne, comment dire? Le fait de pas s'écraser, bah, pareil, quand je fais ma pause, faut pas que j'ai les épaules full rétractées, le torse désengagé. Non, faut que quand je fais ma pause, bah, justement, je me fasse l'image de me dire: «J'arrive en bas quand je fais ma pause, tac, je suis engagé, je suis, close chest, le la poitrine un petit peu fermée, les épaules, dépressées, enfin, abaissées et légèrement protractées et cetera». Donc faut avoir en plus du choix de la variation, l'intention qui va avec. Ça, c'est vraiment un truc, qui est clé dans l'entraînement, surtout quand on est sur des phases un peu techniques, d'avoir l'intention de se concentrer, de focaliser la cue, le critère technique, en gros. Ouais. Ouais, ça c'est hyper important et c'est là où en fait en tant que coach c'est aussi crucial de comment d'expliquer en Ouais. fait les notions mais comment dire je trouve pas mes mots, je trouve plus mes Ouais, mots. d'expliquer le pourquoi tu fais ça, L'intention le comme pourquoi tu tu fais ça, le pourquoi tu mets ça dans la prog. ouais la C'est ça, logique ouais. en Ouais, fait. ouais, ouais. Ouais, la logique qu'il y a derrière telle ou telle variation, Ouais, parce que faire des variations, comme tu dis, et rien dire, non, ça fonctionne ouais, pas. c'est Donc ça, ouais. vraiment expliquer à l'athlète ce qu'on est en train de faire pour que lui il puisse appliquer efficacement bah, ses exos. C'est exactement ce que C'est tu dis. exactement ça, c'est hyper important quand on est coach, de communiquer, avec l'athlète qu'on a. Parce que tu as trop de coachs, tu vois, qui espèrent justement, ils voient le truc, ils voient le problème, ils se disent: «OK, tac, tel problème, OK, track verrouillé en haut, tu gardes le menton 2 secondes, tac, voilà, ça va régler le problème». Mais si t'as pas l'intention qui va avec, parce que justement, en fait, tu sais pas que tu dois avoir cette intention-là, parce qu'on te l'a pas dit. Tu vois, on te met juste ça comme outil, parce que les exercices, et notamment bah, les variations, c'est des outils qui, comme on a dit, doivent solutionner un problème. Mais si toi, tu l'appliques pas bien, si de l'extérieur, voilà, tu fais la pause, etc., comme on te le demande, ok. Mais si toi, derrière, t'as pas cette intention-là, par exemple, sur ta traction, si on te demande de verrouiller en haut, c'est parce que bah, t'es pas fort en haut, certainement, tu as du mal à finir ta traction, bah, du coup, il faut que tu aies cette intention de tirer longtemps, de pas simplement mettre un à-coup au démarrage et de jouer de l'inertie que tu as créée sur le début de ton tirage, mais de justement poursuivre la force que tu mets dans tes bras, dans tes dorsaux, pour continuer de tirer fort longtemps, en gros. Donc voilà, il faut avoir ces intentions-là, conscientiser les cues, parce que sinon, on fait un peu le travail dans le vent. L'intention sur les variations, c'est hyper important et ça permet ensuite de les reproduire sur, les mouvements de comp, d'avoir ce transfert-là. Parce que si on fait le truc juste pour faire le truc et qu'on n'a pas le transfert sur le mouvement de comp, bah, on s'en fout, c'est pas l'objectif. Comme on disait, il faut pas mettre les variations pour que ça fasse joli, c'est pas le but. Ouais, c'est ça. Ouais, bah je suis d'accord avec toi, hein. T'as bien développé le Même sujet, sur ouais. l'aspect programmation d'ailleurs, hein, je trouve. Parce que tu vois, par exemple, pour des mecs qui sont un peu newbies et tout, tu vois, qui connaissent pas trop, qui commencent à se faire coacher, et ben, ah là, pourquoi les poids ils redescendent alors que je sentais que j'en avais encore un peu sous le coude. Hmm. Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi là il y a plus de séries, pourquoi là il y a moins de reps.
machin, etc. C'est important d'avoir ce Ouais. dialogue où on explique les choix qu'on fait. Bon, après, faut pas, voilà, on va pas faire une page Wikipédia à chaque mec qu'on coach, mais il faut quand même que la personne, elle comprenne en fait les choix qu'on a, tout simplement parce que ça permet de, j'aime bien cette phrase, moi, je l'ai répété plein de fois, mais trust de process, tu vois. Ça te permet vraiment de faire confiance au processus quand tu sais ce qu'il y a derrière. Que tu te dis pas juste c'est un truc magique qui est censé m'amener je sais pas où, mais qu'il y a justement en fait, tu comprends en fait la démarche, la volonté qu'a eu la personne qui l'a fait, qui l'a programmé pour toi. Et après, bah toi, quand tu l'appliques, tu es encore plus à même de justement faire les choses avec conscience et que ça se passe comme c'est censé se passer, on va dire. Mm. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ouais, t'as totalement raison, mon cher Victor. Et tu vois, c'est véridique. Moi, j'ai déjà vu ça, hein, donc je le partage. Il y a des coachs, des fois, tu vois, ils t'envoient une vidéo en mode tiens, lui, il sait bien faire cet exercice-là, essaye de reproduire ce qu'il Ouais, fait. Voilà. Alors là, tu vois, coaching, là, tu vois, non, c'est même pas zéro, on est en dessous du zéro, tu vois. Voilà. Donc, c'est clair, et en fait, nous, en tant que coach, moi, que ça soit en physique ou à distance, en fait, je me répète tous les jours, je répète les mêmes c'est ça, choses. ouais, ça. Et en fait, plus tu répètes, plus comment tu arrives à faire comprendre facilement aux C'est ça, ouais. personnes. Et du coup, voilà, ça va de plus en plus rapidement. Mais c'est comme tu dis, il n'y a pas besoin d'écrire une page Wikipédia pour faire comprendre. Mais c'est important. C'est important. Moi, je considère que voilà, c'est notre travail. Et comme je dis tout le temps, au départ, quand je prends en charge un athlète, je lui dis toujours, tu vois, là, ce qu'on est en train de faire, ce que déjà ça va te faire gagner du temps, bon, ça c'est la base, mais aussi tout ce que tu vas apprendre là, tu vas pouvoir, vu que tu vas comprendre ce qu'on est en train de Exactement, ouais. faire et que je vais te donner des clés concrètes, ça va pouvoir t'aider toute ta vie en fait, Exactement, ouais. toute ta vie d'athlète, tu vas pouvoir réappliquer ce qu'on a vu. Et ça rejoint ce que tu disais. Ah, c'est exactement ça. Le but, c'est que quand t'es suivi par un coach, tu sois pas juste un bateau qui dérive et hop, t'as un mec qui commence à piloter ton bateau, le gouvernail il revient dans le bon sens. Ça c'est très bien parce que bah forcément tu vas dans la bonne direction, c'est top. Mais après le problème c'est que si le gars il est plus sur ton bateau, bah toi tu fais comment? T'es comme un con, tu vois. Donc justement il faut lui expliquer comment il manie le gouvernail le mec. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait comme truc? Comment il comprend que le vent il souffle par là et que du coup faut faire comme ci, faut faire comme ça. Si tu fais les choses que tu appliques bêtement, bah c'est bien parce que ça fonctionne. Parce que si le mec il te fait pas faire de la merde, bah t'iras là où il veut que t'ailles. Donc normalement ça ira bien. Mais en même temps, si tu cherches pas du tout à saisir la logique qu'il y a derrière ce qu'on te fait faire, bah t'es quand même un petit peu un soldat qui applique bêtement et méchamment, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Est-ce que t'as d'autres trucs à rajouter pour les variations et les assistances, mon gros Marco? Bah, je pense qu'on a bien fait le tour et qu'on a développé point par point. Et puis que ça va vous servir hein, de tout ce qu'on a dit. Et ouais, non, je sais pas si toi t'as des choses à redire, Bah, juste je faire, t'écoute, juste hein, faire un mais moi petit, je trouve qu'on a été ouais, clair. juste faire un petit, comment dire, un petit récap, Ouais, vas-y, un let's bref go. récap. Donc, choisir des mouvements, pas faire que les mouvements de comp, d'autant plus quand on est débutant, parce qu'on a besoin d'une certaine variabilité de mouvement. Choisir avec pertinence en fonction de ce qu'on analyse, en fonction de ce qu'on constate sur nos mouvements de compétition. Hop, j'ai telle problématique, ok, je dois utiliser tel outil pour solutionner cette problématique-là. Ne pas faire plein de trucs pour faire beau, pour faire joli, parce que tel mec qui est balèze l'a fait. Non, il faut que ça aille répondre à un besoin, c'est important parce que vous pouvez pas cumuler 40 000 trucs possibles et imaginables. Aussi, et ce qu'on n'a pas dit là, ça me vient, mais quand vous implémentez une variation qui est là donc pour solutionner un problème, la maintenir suffisamment longtemps dans votre prog, justement, pas oh là je fais du posé, hop là je fais du tempo, hop là je fais du stato dynamique, une semaine sur l'autre, parce qu'en fait vous verrez pas la part
de chacun des trucs que vous avez mis en place. Vous saurez pas si vous avez des bénéfices, vous saurez pas à quoi c'est dû concrètement. Donc à chaque fois maintenir suffisamment longtemps les variations que vous mettez en place, aussi bien pour voir si elles fonctionnent que si elles fonctionnent pas. Si vous voyez que vous les mettez en place sur 4 semaines, que sur 4 semaines, il n'y a pas vraiment d'amélioration, bah, peut-être que la variation n'est pas pertinente, ou peut-être aussi que vous n'avez pas la bonne intention. Du coup, ça me permet de switcher sur ce principe d'intention dont on parlait. Avoir les bonnes intentions derrière les cues. Donc si vous vous coachez vous-même, que vous mettez en place les variations, donc a priori vous savez pourquoi vous les mettez en place, mais quand même avoir cette logique de hop, je veux avoir une intention qui colle avec le problème que je veux régler. Et si jamais vous êtes suivi par un coach, et ben lui demander pourquoi tu me fais ça, pourquoi là je voyais d'une semaine à l'autre, hop, je vois ça qui a été rajouté. Il y a un format qui est différent, pourquoi. Donc demandez, comme ça vous avez l'explication, comme ça vous comprenez la démarche qu'il y a derrière, vous apprenez vous de votre côté, et en plus ça vous permet dans l'application que vous avez après d'être meilleur, parce que bah justement vous avez ce truc de vous savez en gros ce que vous devez faire, en gros. Et globalement j'aurais tendance à dire que j'ai un peu revu tous les points. Bon après je vous refais pas tout le topo sur les dips posés, propagande dips posés par Marco, hein, voilà. Moi je vous dirais, si vous faites du soulevé de terre, propagande, soulevé de terre, stato-dynamique, faites une pause assez tôt. Voilà, comme ça vous apprenez à tirer le slack. Voilà, je vous lance une info comme ça, un peu décontextualisée, mais voilà. Propagande, soulevé de terre, stato-dynamique. Moi j'adore ça. Voilà, inclut aussi donc des assistances pour bosser peut-être des points faibles, de renforcer les biceps, renforcer les triceps spécifiquement, ou aussi pour bosser des trucs, si vous avez des petites douleurs, des petits, comment on appelle ça, des déséquilibres, ce genre de choses. Ça vous permet d'avoir un entraînement qui est un peu plus complet et de bosser spécifiquement les trucs que vous bossez pas directement ou assez peu avec les mouvements de compétition. Voilà, pour résumer. Si j'ai pas trop oublié de trucs, je pense, j'espère. Ouais, c'est ça. Bah, sur ces belles paroles, on va vous laisser. On vous dit à la semaine prochaine. Et encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires, liker cette vidéo sur YouTube. Et on vous dit à plus tard. Salut! Ciao!